C'est vrai qu'avant d'attaquer des automatismes de cette taille-là, il faudra plus qu'un graphset. Accrochez-vous, je vous donne quelques outils en plus. Bienvenue dans cette vidéo dédiée au graphset multidiagramme, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs graphsets liés entre eux. Comme vous pouvez vous en douter, on aura tendance à vouloir dessiner plusieurs petits graphsets qui s'appellent les uns les autres, tels de bons vieux poteaux, lorsque le système ou l'installation à automatiser devient relativement complexe et qu'un seul graphset deviendrait trop imposant que pour représenter tous les fonctionnements logiques de manière compacte et lisible. Cette idée des graphsets multidiagrammes a été largement inspirée de la notion de programme et de sous-programme en informatique. Le credo, diviser pour mieux régner. L'idée est de saucissonner de façon efficace les différents fonctionnements de l'automatisme que l'on prépare en plusieurs modules simples et facilement réutilisables. Le mot d'ordre ici sera la structure. Pas question d'y aller au talent et d'oublier la moitié des tâches à exécuter, il va falloir être méthodique. Capiche ? Une fois de plus, notre bonne vieille CEI 848 a tout prévu. Elle met à notre disposition 4 outils pour structurer efficacement nos graphsets interdépendants. Les macro-étapes, les tâches, le forçage et les étapes encapsulantes. Commençons par les macro-étapes. Il s'agit de l'outil le plus simple de solution multidiagramme proposé par la CEI 848. Il ne s'agit d'ailleurs pas encore vraiment de plusieurs graphsets qui s'appellent, l'idée consiste simplement à résumer toute une brochette d'étapes en une seule grosse étape qui résume l'ensemble du procédé appliqué par les étapes de cette brochette. Cela permet de rendre le graphset principal plus compact et de pouvoir lire le détail de ces macro-étapes sur le côté. Ces macro-étapes se représentent par un carré bordé de doubles traits horizontaux. Prenons un petit exemple. Dans ce graphset, les étapes 9 et 10 sont des macro-étapes qui appellent la même succession, la même brochette d'étapes. Cette fameuse brochette d'étapes, exprimée sur le côté, n'est pas reprise dans le graphset principal, ce qui permet de le rendre visuellement plus compact. La tâche a ceci de différent d'une macro-étape qu'il s'agit réellement d'un autre graphset complet, bouclé, plutôt que d'un morceau de graphset présenté sous forme de simples brochettes d'étapes et transitions. Elle correspond donc plus fidèlement à la logique d'un sous-programme appelé par un programme hiérarchiquement supérieur. La tâche se représente par un carré bordé de doubles traits verticaux et peut éventuellement être appelée plusieurs fois par le graphset principal. Dans ce petit exemple, le graphset principal appelle 2 fois la même tâche décrite par un graphset auxiliaire hiérarchiquement inférieur au graphset principal. Cette tâche est appelée aux étapes 2 et 4. La CEI 848 prévoit également la possibilité qu'un graphset puisse forcer d'autres graphsets à activer des étapes définies, à rester dans l'état en cours ou à désactiver toutes ces étapes. Dans cet exemple, l'étape 5 du graphset principal force le graphset 2 à activer son étape initiale, peu importe ce qu'il était en train de faire et où ce graphset 2 en était dans son cycle. Dans ce deuxième exemple, l'étape 5 du graphset principal force le graphset 2 à rester dans la situation dans laquelle il était. On parle de figeage. Enfin, dans ce troisième exemple, l'étape 5 du graphset principal force le graphset 2 à désactiver toutes ces étapes. En 2002, la CEI 848 a bénéficié d'un complément bien pratique que nous allons exploiter dans ce cours, l'encapsulation. Une étape encapsulante peut contenir plusieurs sous-graphsets qu'elle active à des étapes prédéfinies. Dès la désactivation de l'étape encapsulante, tous les sous-graphsets encapsulés qu'elle contenait sont désactivés. L'encapsulation se comporte dès lors comme une macro-étape à l'activation et comme un forçage à l'état vide à la désactivation. Elle se représente comme un carré avec des petites oreilles dans les coins. Un graphset encapsulé se numérote toujours par le numéro de l'étape encapsulante - le nom du graphset encapsulé. Tous ces outils de structuration de solutions multidiagrammes sont particulièrement utiles lorsqu'il est question d'établir la stratégie de commande d'un automatisme disposant de plusieurs modes, comme le mode manuel, automatique, arrêt simple, arrêt d'urgence ou autre. Projetons-nous dans un exemple où nous devrions gérer l'arrêt d'urgence, par exemple, sans ces outils multidiagrammes. En théorie, l'arrêt d'urgence devrait être prioritaire sur toute autre condition.
Il faudrait donc, par exemple, le vérifier à chaque transition, afin de s'assurer qu'on ne progresse pas dans la séquence si l'arrêt d'urgence est enfoncé. Mais ce n'est ni pratique ni optimal. On pourrait également, si une séquence précise d'urgence était envisagée, considérer la possibilité pour chaque transition de tirer une séquence alternative menant vers cette procédure d'urgence en cas d'arrêt d'urgence, mais c'est pas beaucoup mieux. Les outils multidiagrammes offrent une solution beaucoup plus compacte et efficace. On pourrait par exemple imaginer un graph-set principal qui contiendra le ou les modes normaux dans une étape encapsulante, ici la 110. En cas d'appui sur l'arrêt d'urgence, alors, ce graph-set principal switcherait sur une étape 120 qui aurait à gérer le mode d'arrêt d'urgence. Ainsi, puisque l'encapsulation implique de forcer la désactivation des étapes du graph-set encapsulé lorsque l'étape encapsulante est désactivée, on s'assure de bloquer tout fonctionnement automatique en cas d'arrêt d'urgence. C'est cette façon de travailler, plus propre, modulaire et structurée, que nous retiendrons dans ce cours et que je vous conseille d'appliquer dans tous vos projets d'automatisation en général. Il est d'ailleurs possible d'étendre cette réflexion à plusieurs niveaux de pilotage de votre installation et de définir des niveaux de contrôle. Cette démarche peut déboucher sur des structures complexes allant du niveau de sécurité, gérant les états d'urgence comme nous venons de le présenter dans un graph-set principal G0, vers des sous-niveaux décrits comme étant respectant des niveaux de mode de marche et arrêt, G1, autres que l'urgence, prioritaire sur tous les autres modes, des niveaux de production G2, gérant les modes de fonctionnement normaux comme le mode manuel ou le mode automatique, et enfin les derniers niveaux de conduite G3 gérant les sous-graph-sets finaux. Mais penser à tous les modes possibles et imaginables pour le graph-set de gestion des modes de marche et arrêt peut être difficile. C'est pourquoi les professionnels de l'automatisation ont introduit un outil spécialement conçu pour cela, le GEMA. Le GEMA, G-E-M-M-A, est l'acronyme pour Guide d'étude des modes de marche et arrêt. Il s'agit d'une feuille sur laquelle sont dessinés des carrés représentant les différents modes que l'on peut classiquement trouver dans presque tout automatisme. On y trouve par exemple le mode automatique, le mode de marche préparatoire, le mode d'arrêt en fin de cycle, etc. Ces modes sont organisés en 3 zones. La zone verte contient tous les modes pour lesquels il y a un fonctionnement dit normal. La zone jaune contient tous les modes pour lesquels il y a une simple procédure d'arrêt de l'automatisme. Et la zone rouge contient tous les modes pour lesquels il y a une procédure de défaillance à activer. Le but du jeu ? Identifier les modes dont vous avez besoin dans cette feuille préétablie, ainsi que les conditions qui vous feraient transiter d'un mode à l'autre. Pour visualiser cela, je vous propose un petit exemple. Coucou les amigos. Alors là on commence à se marrer un peu. Là on peut commencer à dire qu'on touche le niveau qu'on aimerait atteindre au bout de ce cours. On n'a pas encore programmé, mais en termes de réflexion, on a atteint quelque chose de déjà sympa. Ça ressemble un petit peu à la tronche des projets que vous allez avoir en fin de cours et du projet exemple que je vous donne avant que vous ayez vos propres projets à mener. Ici, je vais surtout me concentrer sur la réflexion qu'il y a sur les modes. Ça va, le GEMA, il ne sert qu'à ça, guide d'étude des modes de marche et arrêt. C'est donc une feuille où les modes standards, les modes les plus classiques qu'on pourrait imaginer pour les automatismes industriels sont déjà pensés, mis sur un papier, et nous on n'a qu'à dire ce qu'on va prendre, quel mode nous intéresse pour notre automatisme à nous. Donc je vous conseille de regarder peut-être ce morceau de vidéo avec le syllabus sous les yeux pour pouvoir interrompre un moment, regarder comment je fais, parce que je ne vais pas expliquer le détail de tous les graph-sets, je vais expliquer comment on peut réfléchir à l'utilisation du GEMA et à la définition de nos modes. Alors, si on prend la feuille GEMA, on voit qu'on a plusieurs carrés numérotés avec des descriptions de ce qu'on peut espérer dans ces carrés, et des flèches qui nous font transiter entre eux. En fait, chaque carré représente un potentiel graph-set ou un potentiel ensemble de graph-sets. Si je prends par exemple ce graph-set F1, c'est le carré le plus basique que j'ose espérer vous aurez dans tout automatisme, puisque c'est le mode automatique. C'est, si on veut, celui qu'on a fait sans s'en rendre compte jusqu'ici. À chaque fois qu'on a fait des graph-sets qui décrivaient une séquence automatisée, c'est le mode automatique normal. Mais il y a aussi des modes manuels, des modes d'arrêt d'urgence, des modes de préparation, etc. Et ici justement,
dans le cahier de charge, on va un petit peu plus loin par rapport au cahier de charge que je vous ai montré jusqu'ici, puisqu'ici je vous dis vraiment le détail de chaque mode. Alors ça, encore une fois, je veux pas que vous pensiez que je vous ai menti, ça c'est dans le meilleur des mondes. Ici, moi je vous fournis tel quel les infos telles qu'il vous les faut. Si vous croisez un client qui est sensible aux besoins de l'automaticien, automaticienne, il est possible qu'il vous le donne déjà comme ça, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et généralement, vous allez plutôt devoir lui tirer les verres du nez pour avoir enfin ces informations sous ce format-là et pouvoir faire votre travail dans la suite et préparer votre automatisme, qu'il soit programmé ou câblé. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a comme mode? On a un premier mode ici, c'est vraiment le premier qui est mentionné, c'est celui qui est prioritaire par rapport à tout le reste, c'est le mode d'urgence. Il est ici en rouge, il est dans l'ensemble des procédures de défaillance et il va prendre priorité forcément sur tout le reste. On le voit ici au petit entonnoir, peu importe d'où on vient dans le reste du GEMA, le petit entonnoir ici va nous prendre et paf, nous amener dans le mode arrêt d'urgence. On décrit ce qui doit s'y passer, etc. Pour l'instant, c'est pas ce que je veux, c'est simplement voir quels sont les modes utiles. Et le mode d'arrêt d'urgence en est un, on nous le mentionne ici. J'ai aussi un mode automatique. Heureusement, mon automatisme a un mode normal prévu avec un fonctionnement automatisé, tout va bien, qui est décrit ici, qu'est-ce qui se passe dedans, et donc j'ai besoin de ce carré qui correspond dans le GEMA. Quand vous regardez procédure automatisée ici, je me souviens plus pile poil de son nom ici dans le F1, mon mode automatique il est toujours dans ce carré là, alors qu'ici on est dans le mode de défaillance. On a aussi un mode manuel, alors celui-là il ne s'appelle pas tel quel manuel dans la feuille GEMA, il s'appelle marge de vérification dans le désordre. Donc sous-entendu, un opérateur peut venir et tester toutes les entrées qu'il veut et sorties qu'il veut comme il le veut. En gros c'est un mode manuel quoi. Donc mon mode manuel, je viens le placer ici dans mon GEMA. J'ai besoin de ce carré là et ce sera mon mode manuel. Il me reste encore deux modes ici dans le cahier de charge. Le mode arrêt normal, juste m'arrêter mais qu'il n'y a pas une urgence, un défaut, un truc ou quoi, et donc ça c'est dans mes procédures ici d'arrêt. Ok, j'ai l'arrêt normal ici, ok, et donc je choisis de l'utiliser, et j'ai aussi un mode de préparation qui est décrit pour cet automatisme ici, de préparation de cuve avec une réaction chimique, et donc avant de me lancer dans le fonctionnement vraiment full normal, j'ai une petite mise en préparation préalable, je dirais. Et donc j'ai besoin de ce mode-ci. J'ai donc simplement ici positionné tous les modes demandés dans le cahier de charge sur les carrés correspondants dans la feuille GEMA qui est standard et qui prévoit toute une série de scénarios prévisibles. Du coup, ce qui me reste à faire, c'est déterminer les transitions entre tous ces modes. Et ça, comment je le fais? Je le fais simplement en lisant les conditions d'activation qui sont disponibles dans les descriptions de mode que vous avez dans le syllabus. Et donc j'y apprends par exemple que je pourrais lancer la préparation quand le mode auto sera demandé. Donc je fais comme pour les graph7, je mets une petite barre de transition. La condition, donc la réceptivité, c'est auto. Si le mode auto a été détecté, d'abord je dois faire la préparation. Et une fois que j'ai atteint L0, je peux lancer le mode automatique. Qu'est-ce qui ferait quitter le mode automatique? Soit j'ai un stop normal qui va me faire aller en mode arrêt, soit j'ai un mode manuel qui est détecté et pouf, je vais venir ici, soit j'ai une alarme ou un arrêt d'urgence qui lui va carrément me faire switcher ici en mode d'arrêt d'urgence, etc. Qu'est-ce qui va me faire quitter le mode d'arrêt d'urgence? Je n'ai plus l'arrêt d'urgence et je suis sûr d'avoir l'acquittement, j'ai acquitté le défaut, c'est-à-dire je suis sûr que j'ai montré que j'ai vu le défaut et qu'il a été résolu, boum. Et ici, attention, le GEMA vous prévoit toute une série de carrés que vous n'utilisez peut-être pas. C'est le cas des 3 carrés ici auxquels j'ai noté vide, ils sont bleus, pas utilisés. Vous devez simplement les traverser. Et ici, typiquement, vous voyez qu'il n'y a aucune condition. La seule condition pour quitter l'urgence, par exemple, c'est ceci. Boum, je traverse tout, clac, clac, clac. Et à quel moment je repars? Je suis ici dans le vide et soit je reviens dans auto, soit je reviens ici dans menu et je switch comme ça entre mes modes utiles qui sont les modes mis en vert pour les procédures de fonctionnement, orange pour les procédures d'arrêt normal et rouge pour les procédures de défaillance. Du coup, sans entrer dans le détail du comment j'ai obtenu ce graph7, ça c'est quelque chose que vous êtes capable de faire à ce stade-ci, mon mode automatique il est ici dedans et c'est mon graph7 tel que je l'aurais fait jusqu'ici. C'est un graph7 assez simple, assez basique, il est là, la vie est belle, mais ça ne constitue qu'un seul diagramme, un graph7 monodiagramme. Nous ici on a plusieurs modes interdépendants, donc on va devoir combiner ce graph7 à plusieurs autres suivant les outils que la CEI 848 met à notre disposition. Comment faire? Ça devient peu lisible, c'est pour ça que vous devez avoir votre syllabus avec vous pour pouvoir voir ce dont je parle. En réalité, il n'y a pas que le mode auto. En réalité, déjà, on avait dit qu'il y avait une préparation
avant de rentrer dans le mode automatique. Et du coup cette préparation, boum, je pourrais la mettre ici dans une étape qui remplit certaines actions demandées par le cahier de charge pour mon mode de préparation. Je vous laisse lire le syllabus par rapport à ça pour voir que les actions proposées dans cette étape de préparation sont bien bonnes. Je pourrais, si la préparation était complexe, y dédier carrément tout un graph set, mais ici j'ai jugé que les actions étaient relativement simples, je peux associer toutes ces actions à cette étape et ça correspond à mon étape de préparation. Une fois que c'est validé, je peux enfin passer à mon mode automatique. Et mon mode automatique, il est ici dans une étape encapsulante qui encapsule vraiment tout le graph set que je viens de vous présenter au slide précédent. C'est pas tout. Il y a aussi mon mode manuel. Dans mon mode manuel, j'ai donc une autre branche ici. Je peux être ici dans le mode auto, préparer et puis rentrer dans l'auto. Je peux être ici dans le mode manuel, auquel cas j'ai toute une série d'actions conditionnelles à mettre en place, puisque si j'ai demandé tel switch, c'est que je veux activer telle vanne, etc. Bref, tout réglé à la main. J'ai ici ma branche manuelle qui est gérée là-dedans. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a le mode arrêt, pour lequel il y a un tout petit truc ici qui doit être fait. Et donc le mode arrêt est géré ici dans une troisième branche. Mais c'est pas tout. Il faut encore rajouter le dernier mais le plus important des modes qui est prioritaire sur tout le reste, c'est mon mode urgence. Le mode urgence va devoir chapeauter tout le reste puisque c'est lui qui a priorité sur tout le reste. On le voit ici, je le rappelle dans ce petit entonnoir, dès qu'il y a arrêt d'urgence, d'où qu'on vienne, je veux être sûr d'arriver dans l'urgence. Et donc on va le faire avec ce fameux graph set principal qu'on avait déjà présenté dans une vidéo précédente, pour lequel je veux m'assurer qu'il y a une étape normale, l'étape ici 0 de mon graph set, je l'ai appelé GS pour sécurité, GC pour graph set de conduite et GA pour graph set automatique. Mon GS, mon graph set de sécurité, s'assure que si tout va bien, je reste dans mon étape 0 qui encapsule ici X0 graph set de conduite tout le mode normal et j'ai encore une sous-encapsulation de mon mode automatique. Dès que ça foire, dès que j'ai AU ou alarme, pof, je viens switcher dans une étape 1 pour laquelle j'ai LU qui s'active, pimpon, tous les problèmes, je viens empêcher les autres de fonctionner, etc. suivant ce que le cahier de charge me demande de faire en mode urgence. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait en faisant ça? J'ai mis en pratique ça, ce que vous voyez là, le schéma rempli avec les carrés utilisés et les différents graph sets ici qui ont été remplis sur base de ce schéma et des fonctionnements demandés par le cahier de charge. En fin de compte, ça m'a permis de mettre en place ce que la bonne pratique de l'automatisation exige, c'est-à-dire d'avoir un niveau de surveillance G0 qui gère les procédures de sécurité, c'est lequel? C'est mon GS. Mon GS, c'est le G0 de cette vue un petit peu théorique de ce qu'on est censé faire en termes de niveau hiérarchie de graph set. J'ai ensuite un niveau de conduite qui gère les modes de marche et arrêt que j'ai pu structurer grâce au GEMA, et donc ça c'est mon GC, graph set de conduite, c'est pour ça que j'ai appelé GC, c'est mon G1 en fait, par rapport à cette vue là. Et j'ai encore là-dedans, dans cette conduite, le graph set automatique, le GA, qui est mon niveau donc de production. Et je n'ai pas eu un mode ici, je dirais suffisamment compliqué que pour avoir encore besoin de sous-niveaux dans lequel j'aurais pu avoir des tâches, des sous-programmes ou des petits sous-graph sets un petit peu plus simples à mettre en place. Ici, avec mon niveau G2, j'ai assez pour tout décrire, je n'avais pas besoin d'encore plus. Voilà un petit peu donc pour la structuration d'un projet relativement complexe tel que vous aurez à emmener dans ce cours via l'outil GEMA et via donc les graph sets multidiagrammes.